Bonjour à toutes, bonjour à tous. Reprise du cours d'ordre juridique de l'Union européenne. La semaine passée, ou dans la précédente vidéo plutôt, je vous ai parlé du fonctionnement du système du renvoi préjudiciel dans l'idée que le droit européen, en fait le système juridique de l'Union européenne, n'est pas un système qui a vocation à être mis en œuvre uniquement au plan européen et devant des juridictions européennes, mais, et en réalité bien plus souvent, celui-ci a vocation à être appliqué par des juges nationaux qui sont, répète cela, les juges de droit commun du droit de l'Union européenne, ceux qui appliquent le plus communément le droit de l'Union européenne. Alors, ce droit de l'Union européenne est mis en œuvre donc par les juges des États membres et il est mis en œuvre en vertu d'un principe que l'on appelle l'autonomie procédurale, que je vais expliquer, présenter dans cette vidéo. Principe d'autonomie procédurale qui connaît toutefois un certain nombre de limites, limites liées à l'effectivité du droit de l'Union, limites liées aussi à d'autres principes que sont le principe d'équivalence et le principe de la protection juridictionnelle effective, principes sur lesquels je m'attarderai dans le cadre de vidéos ultérieures. Alors, tout d'abord, s'agissant du principe de l'autonomie procédurale, c'est un principe qui a été reconnu très vite, très tôt, par la Cour de justice elle-même. Qu'est-ce que ça signifie, l'autonomie procédurale des États membres et plus spécialement l'autonomie générale, l'autonomie procédurale de leur juridiction? Eh bien, c'est une forme de déclinaison du principe de subsidiarité appliqué aux juges des États membres. Le juge national, le juge de droit commun du droit de l'Union européenne, lorsqu'il applique ce droit de l'Union européenne, le fait en fonction de ses propres règles, de ses propres procédures propres à son droit interne, à sa tradition juridique interne, à ses réglementations, à ses lois internes, et ça renvoie à cela, ce principe d'autonomie procédurale. La Cour a pu d'ailleurs indiquer qu'il s'agissait là d'une des caractéristiques fondamentales du système et de l'ordre juridique de l'Union. On a en quelque sorte un système qui est décentralisé, qui se repose et qui fait confiance à ses juges. Et d'ailleurs, on le verra plus tard, lié à ce principe d'autonomie procédurale, il y a un principe de confiance mutuelle entre les juridictions des États membres et aussi entre les juridictions et le juge européen qui prévaut et qui constitue en quelque sorte une condition existentielle de cet ordre juridique et de ce système juridique. Et donc, l'ordre juridique interne de chaque État membre va désigner les juges compétents pour appliquer le droit européen et va régler les modalités procédurales des recours en justice qui sont destinés à sauvegarder les droits que les justiciables vont tirer du droit de l'Union et en particulier vont tirer de l'effet direct du droit de l'Union. C'est-à-dire, concrètement, vous êtes un justiciable, vous voulez faire appliquer le droit européen par votre administration nationale, vous allez saisir le juge administratif. Les mécanismes de saisine du juge et les procédures qui prévalent devant le juge administratif eh bien, relèvent du droit administratif national et n'ont pas à être définis par le juge européen. Alors, ceci étant posé, ce principe étant posé, la Cour, même si elle a reconnu, je vous le disais très tôt, le principe d'autonomie du droit de l'Union européenne, a aussi vite imposé des limites à ce principe, limites qui sont exigées, qui dérivent d'un autre principe. En fait, on a là très vite une mise en balance, une mise en équilibre des principes, qui est le principe d'application uniforme du droit de l'Union et aussi celui de l'application effective du droit de l'Union. Le but de la Cour, c'est d'éviter que derrière ou en raison de cette autonomie procédurale, eh bien, se mettent en place des modalités procédurales propres à chaque système juridique qui vont risquer de porter atteinte à l'unité du droit de l'Union européenne et à l'effectivité
de ce droit, et puis qui vont aussi pouvoir générer parfois un certain nombre de discriminations dans l'application du droit de l'Union, dans l'application du droit du marché intérieur, ou encore des situations différenciées, et donc des discriminations entre les ressortissants européens suivant leur État membre d'origine. Et donc pour éviter ce risque de fragmentation, pour garantir cette unité, cette forme d'unité dans l'application du droit de l'Union, eh bien, il existe un grand nombre de garde-fous, en réalité, à ce principe d'autonomie procédurale. Et on va le voir, toute la difficulté ici, c'est de trouver le point d'équilibre entre ce qui relève de la tradition juridique interne, de la culture juridique interne, en termes de procédure et puis de règles applicables devant le juge interne, et ce qui est nécessaire si l'on souhaite avoir un ordre juridique européen fait de règles appliquées de façon à peu près uniforme dans tous les États membres, ou du moins de façon homogène. D'où de nombreuses limites à l'autonomie procédurale du juge interne. Ces limites découlent de principes, et de façon générale, la Cour réduit aussi, ou limite aujourd'hui l'autonomie procédurale en raison de deux grands principes. Principe dit d'effectivité, dont j'ai déjà un petit peu parlé, et par ailleurs ce principe d'équivalence. Et donc ces deux principes, effectivité et équivalence, constituent eux-mêmes une application du principe de coopération loyale entre le juge de l'Union et les juridictions internes. J'ajouterai à cela un troisième principe important, notamment dans la période actuelle, qui est le principe de la protection juridictionnelle effective, et ça j'en parlerai dans une vidéo suivante. Alors, premier principe, donc, qui limite l'autonomie procédurale, c'est, je vous le disais, le principe d'effectivité. Ce principe d'effectivité, eh bien, il vise à empêcher qu'une disposition de droit national, propre au droit national, ne vienne en pratique à rendre impossible ou excessivement difficile l'application, la mise en œuvre effective du droit de l'Union. Les voies de droit national, par exemple, ne doivent pas être aménagées de façon à bloquer ou à rendre excessivement difficile la protection des droits issus du droit de l'Union. Première affaire en ce sens qui porte sur ce principe d'effectivité, qui renvoie à ce principe d'effectivité que l'on peut citer, c'est l'arrêt Simmental, la célèbre affaire Simmental et l'arrêt Simmental de 1978. D'ailleurs, c'est dans cet arrêt-là que la Cour évoque pour la première fois le juge national comme étant le juge de droit commun du droit de l'Union européenne. Et dans cette affaire, la Cour précise, je cite ici la Cour, que tout juge national a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire, le droit de l'Union aujourd'hui, et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire à la loi nationale, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire. En l'occurrence, donc, la Cour avait estimé que le juge italien ne pouvait subordonner l'application du droit communautaire en cas de contradiction avec la législation nationale à la saisine préalable de la Cour de justice afin de régler un conflit de normes. Le juge italien, nous dit la Cour, devait donc écarter de lui-même des dispositions procédurales italienne, issue de la loi italienne, et même en fait du droit constitutionnel italien, qui l'empêchait d'appliquer correctement et immédiatement le droit communautaire. La Cour a pu juger qu'une organisation interne de voies de droit qui rendrait impossible, même de façon provisoire pour le juge national, l'accès à la Cour de justice devait être abandonnée. C'est un arrêt Menacart du 27 juin 1991 qui nous l'indique. Et donc, sur cette base, eh bien, la Cour a pu affirmer que des dispositions procédurales internes, y compris des dispositions législatives, voire constitutionnelles, ne pouvaient pas empêcher de rendre effective l'application du droit communautaire, du droit de l'Union aujourd'hui. Un autre cas intéressant qui découle de ce principe
d'effectivité, c'est tout le contentieux que l'on appelle le contentieux de la répétition de l'indu. Indu, ça s'écrit I-N-D-U. Dans le cadre de ce contentieux, c'est un contentieux spécifique fiscal, eh bien la Cour a exigé des juridictions des États qu'elles permettent le remboursement de taxes, de mesures fiscales donc prises par les États membres qui seraient contraires au droit de l'Union et donc qui auraient été indûment perçues au regard du droit de l'Union européenne. Donc même si ça va contre initialement les règles de droit national, les juridictions internes, le juge fiscal doit permettre de prévoir ou de rendre opérante le système de restitution des sommes indûment perçues par les administrations fiscales nationales. De même encore, la Cour de justice a été jusqu'à admettre la possibilité de remettre en cause le principe interne d'autorité de la chose jugée, de décision de justice pourtant devenue définitive, afin d'assurer le respect du droit de l'Union. C'est pourtant un principe très fort en droit interne que ce principe d'autorité de la chose jugée et autorité définitive de la chose jugée. Une fois qu'une affaire est jugée, normalement, on ne peut pas réouvrir le dossier, mais la Cour a estimé que cette règle de droit procédural interne ne pouvait pas faire obstacle à la récupération, par exemple, d'une aide d'État octroyée en violation du droit de l'Union européenne et que la Commission avait reconnu comme étant incompatible avec les traités. Cette affaire ici concernait une décision judiciaire italienne qui allait à l'encontre de ce principe et la Cour estime que l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer dans ce cas parce qu'elle empêche en fait l'application effective du droit de l'Union et qu'elle viole le principe de primauté. C'est un arrêt de 2007, l'arrêt Lucchini, L-U-2-C-H-I-N-I. Néanmoins, cette solution de la Cour semble réservée au cas où les autorités administratives et nationales auraient sciemment méconnu le droit de l'Union. La Cour a ainsi récemment reconnu que ce principe d'autorité de la chose jugée, tant dans les systèmes juridiques internes qu'en droit de l'Union, était un principe qui conditionnait la stabilité du droit ainsi qu'une bonne administration de la justice qui constitue un principe fondamental, une forme de principe général du droit de l'Union. Et donc cette jurisprudence Lucchini qui remettrait en cause ou qui remet en cause l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer, doit être écartée à propos de décisions de justice nationale qui seraient contredites ultérieurement par un arrêt de la Cour de justice. Donc on voit ici les limites de cette solution qui voudrait qu'au nom du principe d'effectivité du droit de l'Union, on revienne sur un principe essentiel du droit interne à la stabilité des relations juridiques, qu'une fois la chose jugée, eh bien, le juge n'est pas à réouvrir, ou la justice ne puisse ici, en quelque sorte, réouvrir une affaire et revenir sur ce qui a été déjà jugé. Ce dernier exemple, ce tempérament, en fait, au principe d'effectivité, au principe d'imposer une solution sur le principe d'autorité de la chose jugée, montre que la Cour de justice sait, quand c'est nécessaire, se montrer sensible aux revendications des juridictions internes qui veulent parfois défendre, au nom du principe d'autonomie procédurale, des solutions ou des principes qui pourraient aller à l'encontre du principe d'effectivité du droit de l'Union. Ceci renvoie à une affaire dont je vous ai déjà parlé à propos des droits fondamentaux et de la relation entre primauté et droits fondamentaux. C'est cette affaire Tarico, T-A-R-I-C-O, qui, vous vous en rappelez peut-être, a donné lieu à 2 arrêts préjudiciels successifs rendus par la Cour de justice à propos de l'article 325 TFUE. Je vous rappelle qu'ici, c'est une disposition, cet article 325, qui vise à lutter contre la fraude et qui pose le principe selon lequel l'Union et ses États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale qui porterait atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En réponse à une première question préjudicielle, la Cour de justice
et donc en réponse à une question posée par le juge italien, et plus précisément la Corte de Cassazione, la Cour de cassation italienne, répond dans un premier arrêt de 2015 que le juge italien se doit de laisser inappliquée toute disposition de droit interne susceptible de porter atteinte aux objectifs visés à cet article 325 TFUE, et y compris, comme c'était le cas en l'espèce, de revenir, de laisser inappliquer les règles prévues en matière de prescription dans le droit italien en cas de fraude à la TVA. Donc la Cour, dans un premier temps, nous dit les règles de prescription normalement prévues au titre du droit italien, des procédures italiennes, n'ont pas à s'appliquer parce qu'elles font obstacle à un article du traité, qui est l'article 325 TFUE, et à la lutte contre la fraude, notamment lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Alors cet arrêt rendu par la Cour de justice va créer beaucoup d'émotions en Italie, chez les professionnels du droit, dans la doctrine, chez les juges italiens, et la Cour constitutionnelle italienne va s'en émouvoir, si bien qu'un second arrêt préjudiciel va être déclenché, une seconde question préjudicielle va être déclenchée, dans laquelle est mis en évidence la possible contradiction entre la solution dégagée initialement par la Cour de justice et un certain nombre de principes du droit italien, principes du droit constitutionnel italien, notamment le principe de l'égalité des délits et des peines, puisque revenir sur des règles de prescription prévues dans la procédure italienne, revenait en fait à revenir sur ce principe essentiel du droit pénal, celui de la légalité des délits et des peines en particulier. Et revenait en fait à créer une forme de droit pénal rétroactif en droit italien. La Cour de justice aurait pu s'arc-bouter sur le principe de primauté et maintenir sa solution. Elle a compris, pour des raisons politiques et aussi pour des raisons juridiques évidentes, qu'il fallait faire droit à la demande italienne, et elle a opté pour une approche beaucoup plus conciliatrice dans ce second arrêt, où elle reconnaît le bien fondé de la position de la juridiction italienne. Elle admet clairement que le principe de l'égalité des délits et des peines, de même que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, sont reconnus dans les ordres juridiques des États membres, ainsi que dans l'ordre juridique de l'Union, notamment au titre de la Charte des droits fondamentaux et de la Convention européenne des droits de l'homme qui lie l'Union. Par conséquent, la Cour admet ici, dans cet arrêt, l'obligation de garantir un prélèvement efficace des ressources de l'Union, que l'obligation de garantir un prélèvement efficace des ressources de l'Union, qui découle de l'article 325 TFUE, cette obligation ne peut aller à l'encontre du principe de l'égalité des délits et des peines. C'est un arrêt de la CJUE du 5 décembre 2017, affaire C-42-17. Beaucoup plus rapidement, pour terminer cette vidéo, quelques mots sur le principe d'équivalence qui vient, là encore, tempérer le principe d'autonomie procédurale. Ce principe signifie que les voies de droit national ne doivent pas être différentes, et notamment être plus rigoureuses ou interprétées plus rigoureusement pour la protection des droits subjectifs, selon que ces droits aient une origine nationale ou soient issus du droit de l'Union. Donc il ne doit pas être plus difficile, en d'autres termes, d'assurer la protection de ces droits tirés du droit de l'Union que la protection des droits tirés de dispositions de droit national. Un des aspects les plus intéressants de l'application du principe d'équivalence concerne l'invocation des moyens d'ordre public. Vous connaissez ça via le droit administratif notamment. La Cour a estimé que lorsque le droit interne impose au juge de soulever d'office un moyen de droit tiré d'une règle interne contraignante, la même obligation s'impose à l'égard des règles de droit européen contraignantes, arrêt du 24 octobre 1996 de la Cour de justice. Je vous mettrai la référence ici dans un document qui recensera l'ensemble des arrêts ici cités. Cette règle impose cependant que le juge national ait une connaissance très étendue
des règles de droit de l'Union, ce qui n'est pas toujours le cas en pratique, et c'est pourquoi il y a des résistances en droit interne à ce principe, notamment de la part du Conseil d'État français. Voilà les deux grands principes qui tempèrent, principe d'effectivité et principe d'équivalence. Principe d'effectivité, il faut assurer l'application effective du droit de l'Union, et donc ça tempère l'autonomie procédurale. Principe d'équivalence, il faut que les droits soient au moins aussi bien garantis selon qu'ils aient une origine européenne ou une origine nationale. Ces deux principes-là tempèrent ici le principe d'autonomie procédurale. Dans la vidéo qui suit, je vous parlerai du principe de la protection juridictionnelle effective qui est particulièrement important dans la jurisprudence récente de la Cour.